The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Melville. Melville Tilplunven. Comment vas-tu Melville ? Mais je vais très bien, bonjour, bonne année aussi je crois. Oui, on peut se dire bonne année car nous sommes encore en janvier. Alors je pense que l'émission sera diffusée peut-être en février, on verra, début février. Mais on est en janvier, on peut se dire bonne année. Bonne année 2024, pleine de bonnes découvertes ludiques. Ouais, on peut dire ça, des bonnes découvertes, des nouvelles idées, des coups de foudre, plein de choses quoi. Qu'on soit en janvier, en février, en mars, je pense qu'il est toujours temps d'avoir un peu d'émoustillement. Exactement, et en plus tu as commencé l'année en proposant hier un nouveau jeu de rôle, parce que je ne l'ai pas encore dit, mais tu es autrice de jeux de rôle, et tu as proposé un jeu hier sur Itch.io, sur la plateforme Itch.io. Oui, il était sur mon disque dur depuis un certain temps, mais j'avais manqué de disponibilité pour m'occuper de faire tout ce qui était mise en page et graphisme. Je m'y suis donc collé ces derniers jours-là, histoire de terminer. C'est un jeu en format court, il fait une page recto verso, ça s'appelle Aventurière du terrain vague. On y joue des enfants qui explorent un terrain vague un peu magique. C'est un jeu que j'avais écrit dans le cadre d'un appel à projet qui a finalement pas été à son terme, mais du coup moi comme j'avais le jeu sous le coude, je l'ai publié et puis ça m'a permis d'expérimenter un format de mise en page que j'avais encore jamais testé jusqu'ici et que je trouvais intéressant, qu'on appelle le format pamphlet, qui permet en gros d'avoir sur une page A4 recto verso pliée un format un peu vertical comme ça, avec une circulation dans le document que je trouvais intéressante et adaptée à ce projet. Ok, alors on va revenir sur tes créations, mais avant de démarrer la discussion, on va parler un peu de toi en tant que joueuse, ton profil de joueuse. En off, tu me disais, je joue au jeu de rôle depuis que j'ai 11 ans. Ouais. Alors, comment t'as découvert le jeu de rôle ? J'ai découvert le jeu de rôle via un ami quand j'étais je sais plus si j'étais en 6e ou en 5e, mais voilà, j'avais un ami dans la classe qui lui connaissait déjà, jouait avec notamment ses grands frères et ses cousins, et qui m'a fait découvrir le jeu de rôle avec Donjons et Dragons. Alors dire quelle édition, je ne sais plus, je sais que c'était une édition où tous les documents tenaient plus ou moins dans l'écran, un truc comme ça, sous forme de fiches, et oui, ça commence à remonter un petit peu. Et ça a été le coup de foudre tout de suite pour le jeu de rôle ? Instantanément. J'avais déjà une pratique du livre dont vous êtes le héros avant. Et en fait, là, je me suis retrouvé face à tout ce que j'aimais dans le livre dont vous êtes le héros, avec encore plus d'ouverture, puisque plutôt que de me dire si je choisissais de prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite, on me disait qu'est-ce que tu veux faire, et cette ouverture en termes de créativité, ça a été une explosion dans ma tête, tout de suite de ok, on peut faire des choses comme ça, on peut raconter des histoires comme ça. Donc tu commences avec Donjons et Dragons, et j'imagine que au début de ton apprentissage de joueuse, c'est plutôt les jeux mainstream en fait auxquels tu joues. C'est-à-dire que j'ai pas de doute sur le fait qu'il existait des jeux indépendants dès les années 90. Néanmoins, je pense que ça restait la portion congrue. Il faut même, je pense, se dire qu'au début des années 90, concrètement, la marge entre jeux indépendants et jeux mainstream, elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tout est un peu sous le radar. On est très très longtemps avant les années 2000 et la popularisation de ce qu'on appelle la culture geek. Donc c'est à ce moment-là, je crois que c'est assez difficile de faire une séparation entre jeux mainstream et jeux indépendants. Il n'y a pas un volume de publication suffisant pour qu'on puisse faire la différence, et tout est un peu innovant puisque tout est un peu nouveau. Ouais, est-ce que tu veux dire c'est que de toute façon le jeu de rôle est encore confidentiel, enfin reste confidentiel suffisamment pour que de toute façon il n'y ait pas vraiment encore de grandes licences ou de grands systèmes qui l'emportent, même si on a toujours l'impression quand on parle du passé qu'on parle toujours de Donjons et Dragons un peu comme c'est toujours l'image qui en ressort en fait quand on repense aux années 80-90. Bah oui, parce que c'est quand même le truc qui existe, qui a existé avant les autres et qui a pris tout de suite beaucoup de place. Mais si on a un regard un peu
historique et pas seulement américano-centré. On voit que par exemple l'Œil Noir, qui est un jeu allemand, a une existence très forte en Allemagne déjà, me semble-t-il, à cette époque-là. Jeu des cartes est déjà dans les années 90 en train de proposer d'autres choses, d'autres créations, d'autres formats qui se placent pas sous une étiquette indépendante. C'est une étiquette qui est apparue quand même plus tard, je dirais, dans le courant des années 2000. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui existent de droite et de gauche. Et puis dans les années 90, on a l'Appel de Cthulhu et Vampire notamment qui arrivent, qui vont être aussi deux licences importantes aux côtés de Donjons et Dragons pour proposer d'autres types d'histoires et d'autres endroits où centrer sa narration, quoi. Et donc ce glissement, toi tu l'as vu en fait, donc progressivement, comment toi tu t'as été amené à t'intéresser à d'autres systèmes, en fait, qui sortaient peut-être plus du classique qu'on a en tête quand on pense aux jeux de rôle, c'est-à-dire la fiche de caractéristiques ou de compétences et les jets de dés et le ou la MJ qui a un rôle peut-être un peu central, presque même parfois un peu fantasmé. Toi, c'est quelque chose c'est une évolution que tu as vu ou pas dans ta pratique? Oui, c'est une évolution que j'ai vue. Ça fait déjà quelques fois que je mentionne le début des années 2000. Pour moi, il se passe quelque chose d'assez signifiant au début des années 2000. On a les premières publications PDF qui commencent à arriver, notamment en France, qui ouvrent la possibilité à des créatrices et créateurs de proposer d'autres choses assez facilement sans avoir à passer par un circuit d'édition classique, et notamment qui nécessite pas les mêmes sélections, pas les mêmes frais de production. Moi, je sais qu'une découverte importante pour moi, ça a été le jeu Wushu de Simon Washburn, qui propose des angles différents, notamment l'idée que quand on décrit quelque chose en tant que joueuse, c'est ce qui se passe. Donc on décrit pas le fait d'essayer de faire quelque chose, on décrit le fait de faire quelque chose, et après en fait il y a un jet de dés qui va sanctionner les conséquences, mais pas le fait qu'on ait fait ou pas la chose. Et par ailleurs, c'est un jeu qui, en gros, propose de faire des films de kung-fu et qui met en place une mécanique où plus on décrit de détails, plus on décrit des actions complexes et débridées, plus on lance de dés et plus c'est efficace dans le jeu. Donc en gros, on propose de faire l'inverse de ce que proposaient de faire des jeux de rôle jusqu'ici, à savoir plus on donnait de détails, plus on essayait de faire quelque chose de précis, de détaillé, avec plein de choses, plus c'était compliqué, et donc ça n'encourageait pas à beaucoup de narration de la part des joueuses, et Wushu prend le contre-pied total de ça. Il y avait déjà d'autres choses comme ça qui existaient de droite et de gauche, et qui m'ont marqué dans OK, on peut raconter les choses un peu différemment. Et puis quand j'ai proposé des parties à des gens de mon entourage, j'ai vu des personnes qui étaient très, pour certaines, réticentes, qui avaient beaucoup de mal à sortir de l'idée de je vais pas raconter le fait que j'essaye de faire quelque chose, mais le fait que je fais quelque chose, voire même je vais raconter des choses qui n'appartiennent pas à mon personnage, genre comment réagissent des figurants qui se trouvent autour, par ailleurs, d'autres personnes qui, elles, s'en emparaient en disant « Ah ouais, on peut faire ça !» Et d'un seul coup, ça explosait et ça proposait des parties tellement dynamiques, tellement riches, où il se passait tellement de choses. Moi, je me suis dit tout de suite « Ok, il y a un truc à creuser très très fort à cet endroit-là, quoi. » Donc c'est un peu, je comprends de ce que tu expliques que c'est des jeux ou des systèmes dans lesquels on va finalement, c'est moins le MJ qui va raconter le cadre, le contexte, et on va laisser plus la place aux joueuses aussi dans le récit, et finalement dans une construction collaborative, ce qu'on retrouve dans aujourd'hui beaucoup de tes jeux, et même dans tous tes jeux, et puis dans beaucoup de jeux des courants, de ce qu'on appelle les courants plus indépendants. Tout à fait, le meneur devient plus une sorte d'arbitre que un conteur à proprement parler. Et alors, en fait, je donne cet exemple-là, mais par ailleurs, il se passe plein de choses dans plein de types de jeux. Moi, j'ai joué en club à la fin des années 90 et au début des années 2000, et c'était un club où on jouait beaucoup à Rêve de Dragon, par exemple. Et Rêve de Dragon, pour moi, c'est resté, alors je sais pas si c'était la pratique de mon club ou si c'est le jeu qui fait vraiment ça, j'ai jamais réussi à déterminer, mais c'est un jeu de l'infraordinaire. C'est un jeu où on va raconter comment on voyage, comment on va cueillir des fruits, comment on va chasser, comment on va bricoler des petits trucs, comment on va méditer. Il y a des usages techniques et pratiques de ça. Il y a des règles pour à peu près tout, ce qui est souvent le reproche qui est fait à Rêve de Dragon, mais en même temps, ça propose justement parce qu'il y a les règles, on dit ok, on va explorer
ce petit morceau de règle là, et on joue avec ça, on joue avec les relations interpersonnages, l'affection, et c'est aussi des choses qui vont marquer et qui restent présentes dans mes jeux, de comment on joue ce truc qui est pas la grande aventure, mais qui est un lien quotidien d'individus entre eux. Un peu les tranches de vie, ce qu'on appelle des tranches de vie aussi Ouais. Ouais. Pour moi, dans Rêve de Dragon, il y a déjà en germe ces trucs-là qui sont tout à fait présents dans ce que vivent les voyageurs et les voyageuses. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs jeux qui viennent s'agréger dans mon parcours ludique et qui me permettent d'imaginer d'autres choses. Et puis dans les années 2000, il y a aussi un forum américain qui s'appelle La Forge, alors sur lequel moi j'ai pas beaucoup été, mais qui rapidement va influencer des Français. On va avoir, alors j'ai plus les dates exactes, mais je crois que c'est à la fin des années 2000, une petite maison d'édition qui s'appelle La Boîte à eux, qui publie plusieurs traductions de jeux indés américains, et c'est la découverte pour les Français d'Apocalypse World, qui a été traduit par cette boîte-là initialement, de tout un tas d'autres jeux où on propose des angles très très différents, de jeux solo qui existent déjà. Je crois que leur premier jeu, c'est un jeu solo qui s'appelle Sweet Agatha, qui a été, le premier jeu qui a été publié par La Boîte à eux. Donc il y a vraiment des choses qui commencent à émerger comme ça très fort. En France, on a eu toute la production qui s'est faite au début des années 2000 avec des gens comme Grumpf qui ont commencé à cette époque-là, comme Anthony Combrexel, donc Inno, comme Willy Favre, qui propose des cadres de jeu, des formes de récit et puis des règles un peu différentes. On est encore très proche du jeu traditionnel, mais il se passe des choses. Et moi, tout ça me passionne instantanément en disant, OK, on va aller creuser dans les coins, là, on va aller chercher des trucs et on va imaginer différentes histoires et différentes façons de les raconter. Tu parlais d'Apocalypse World, donc c'est ce qui va initier ce qu'on appelle le PBTA aujourd'hui, le système Powered by the Apocalypse, donc propulsé, motorisé. En gros, c'est un système qui est un peu maintenant devenu presque générique, qu'on réutilise un peu comme on a le système du D20. C'est des grands systèmes qui vont être réutilisés par beaucoup d'autres auteurs et autrices pour leur propre création. Pour toi, c'est vraiment un énorme tournant, c'est vraiment un gros tournant, le PBTA, dans le jeu de rôle ? C'est ça qui a permis derrière d'arriver à des systèmes comme ceux d'Avery Alder ou il y a des filiations assumées, hein. Elles sont identifiées, donc je pense qu'effectivement il se passe des choses. Je dirais même qu'avant Apocalypse World, alors j'ai pas les dates exactes en tête, mais on a aussi des jeux de John Harper, à commencer par un jeu d'aventure spatial, enfin plus ou moins spatial, Lady Blackbird, voilà, où déjà John Harper formalise l'expression play to find out, joue pour découvrir, où on ne joue pas pour raconter une histoire, mais pour découvrir ce qui va se passer, y compris de la part de la personne qui mène, parce que c'est un jeu à meneur, mais qui ne sait pas à l'avance qu'un cadre initial, des personnages prêts à jouer, des enjeux en place, mais où le récit va vraiment se déployer au travers de la partie et ne va pas être l'exploration d'une intrigue préalablement définie à gros traits par les gens qui jouent les personnages. Et cet angle-là, ça change beaucoup de choses et il est présent dans Apocalypse World, c'est-à-dire que on a les lignes de force dans Apocalypse World, mais on n'a pas des scénarios préécrits. Oui. Ouais. Et cette façon-là de raconter, où personne en amont de la partie ne sait ce qui va se passer. Pour moi, je me dis, là, ok, en jeu de rôle, on est vraiment en train de faire, de raconter des histoires ensemble, et tout le monde va être surpris. Et moi, j'étais plus souvent en position de mener que de jouer à l'époque. Et je me dis, ok, là, je vais pouvoir m'amuser parce que moi, écrire des scénarios, c'est pas la partie qui m'excite beaucoup. Mais par contre, raconter des histoires avec les gens et avoir moi-même la surprise de voir des trucs émerger dans le récit et rebondir dessus et improviser, ça me parle. Donc c'est des choses qui effectivement m'ont marqué, même si pour le coup, je pourrais te dire aussi que moi, j'ai pas lu tout de suite Apocalypse World, ça me parlait pas plus que ça, et publié peu de temps après Apocalypse World, la version française de Monster Heart, donc la V1, aussi chez La Boîte à eux. Moi, je suis tombé sur Monster Heart un peu par hasard, où pour le coup, j'ai vu des extraits d'Apocalypse World qui m'ont raconté des choses, notamment le fait de dire le jeu de rôle, c'est une conversation, qui est un truc qui reste très très présent dans ma tête quand j'écris encore aujourd'hui. Et puis avec Monster Heart, je vois comment on raconte des histoires qui sont des histoires très très humaines, à nouveau sur des choses sensibles, sur des choses où on va explorer des thèmes pas forcément évidents et où c'est pas forcément la grande aventure, mais c'est aussi un groupe d'individus qui essayent d'interagir et puis
et puis aussi pas tellement un groupe d'individus, oui, mais pas une bande, pas un gang, pas le Scooby Gang, qui était un format qu'on avait beaucoup en jeu de rôle avant, c'est-à-dire le groupe de PJ qui va se confronter au monde. Et là, on a au contraire des formats de récits qui sont quasiment plus du récit choral, où en fait on va avoir plein de parcours individuels qui se croisent les uns les autres. Des choses qui étaient déjà, c'est ça. Des choses qui étaient déjà présentes dans certains jeux qui m'avaient bien parlé, comme Remember Tomorrow, qui est un jeu aussi traduit par la boîte à eux, qui est un jeu de cyberpunk, où pour le coup, on avait vraiment cette sensation on voit des individus solitaires, mais qui vont se croiser les uns les autres et former comme ça une espèce de grande trame. Et moi, c'est un format cinématographique qui me parle, cette idée de dire, on n'a pas un groupe d'individus, mais bien des histoires individuelles qui s'entremêlent et qui forment une espèce de grande toile comme ça. Et du coup, ces jeux-là permettaient ces angles, ces approches, donc très vite, je m'en suis rapproché et j'ai eu envie de creuser là-dedans, quoi. Ouais, tu parlais de Monster Hearts, qui est donc un jeu d'Avril Alder, dans lequel elle le dit, hein, que c'est un hack. Enfin, c'est présenté souvent comme un hack d'Apocalypse World, parce qu'elle va reprendre les archétypes et puis les moves, hein, grosso modo. Je vais vraiment simplifier. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, quand j'ai commencé vraiment, parce que moi, je viens du jeu de rôle, ce que je disais mainstream, en fait, traditionnel, parce que, voilà, pareil, hein, j'ai commencé avec Donjons et Dragons. Ça a été ma première ouverture sur le jeu de rôle. Et quand je vais commencer à m'intéresser, il y a très peu de temps, finalement, à tous ces jeux de rôle indé, ce que j'appelle le jeu de rôle indé, où on va te proposer des systèmes un peu plus différents et un peu plus qui paraissent plus expérimentaux quand tu viens du traditionnel, c'est que j'ai l'impression que l'accent il est mis bien sûr sur l'intrigue, mais vraiment beaucoup sur les relations, ce que t'expliquais, les relations interpersonnelles que tu vas créer. Et ces relations, le background des personnages, j'ai l'impression qu'il a autant d'importance que ce qu'on va vivre tous ensemble, en fait. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou c'est quelque chose que tu ressens aussi ? Non, moi c'est quelque chose que je ressens et qui fait sens pour moi, c'est-à-dire que et m'étant par ailleurs frotté à d'autres formes de narration, c'est un truc qui m'a, que je regarde qui m'interroge dans le jeu de rôle depuis longtemps, à savoir, on peut avoir des scénarios qui sont écrits et on sait pas quels sont les personnages qui vont parcourir ce scénario. Ça c'est le format traditionnel. Il y a des scénarios écrits d'un côté, des règles de jeu, des joueuses et joueurs qui vont faire leurs personnages par ailleurs et ensuite, on essaie de mélanger tout ça et de faire fonctionner ça. C'est un truc qui paraîtrait absurde si on disait à un roman, il y a une personne qui va écrire une intrigue pour le roman, et puis 4 autres qui vont écrire chacune des personnages principaux du roman, et après on va essayer de faire fonctionner l'histoire. C'est un peu bizarre quand on le regarde sous cet angle-là, parce que l'histoire, elle vient des personnages, de leur récit, de comment ils vont s'impliquer personnellement, de pourquoi ils vont être impliqués personnellement. Et c'est ça qui leur donne de la capacité d'initiative. Alors ça produit des effets, pour moi, signifiants en jeu de rôle traditionnel, parce que du coup, ça produit souvent des jeux à mission, plus ou moins explicitement, qu'on soit des agents d'une agence, qu'on ait reçu un courrier d'un oncle perdu depuis longtemps, qu'on ait vu une annonce pour aller visiter un donjon dans une auberge, mais c'est des jeux à mission, c'est-à-dire que il n'y a pas besoin que les personnages soient personnellement impliqués. Il se trouve que en termes de récit, je suis plus touché par des histoires où les personnages sont personnellement impliqués, où l'histoire elle vient des personnages au moins autant que de l'intrigue générale, mais qu'en tout cas, les deux se connectent vraiment et que du coup, il se passe des choses personnelles, intimes pour les personnages et, à fortiori un jeu de rôle, pour les gens qui les jouent. Pour avoir joué un petit peu donc à ces jeux-là, enfin c'est vrai que souvent, t'as des retours comme quoi les joueurs et joueuses ne voient pas forcément quel va être l'enjeu, enfin ont du mal à comprendre l'enjeu, puisqu'il n'y a pas de scénario fixe, il n'y a pas de grand méchant à vaincre ou de trésor à trouver, et que du coup ils ont du mal à comprendre quand est-ce que le jeu est fini, en fait, à quel moment ça s'arrête. Ça c'est comment tu pourrais répondre à ça en fait sur l'enjeu? Alors les anglophones utilisent les termes plot driven et character driven pour définir ces typologies d'histoires. Plot driven, donc des histoires qui sont structurées autour de l'intrigue, ces histoires où effectivement l'enjeu va être extérieur au personnage et où on va résoudre en trouvant le trésor, en battant le méchant d'une façon ou d'une autre. Et puis on peut avoir des enjeux aussi intimes, internes, de je veux retrouver un proche, de je veux faire la paix avec une personne avec qui je me suis fâché, de je veux quitter une situation qui me fait souffrir, qui sont pour le coup des enjeux individuels. Alors effectivement, quand on part de ces enjeux-là pour raconter une histoire, ou pour produire des outils ludiques qui permettent de raconter des histoires, tout le monde va pas résoudre l'enjeu en même temps.
contrairement à un trésor, tout le monde trouve le trésor en même temps, le trésor est trouvé, c'est super, c'est fini. Quand c'est des enjeux individuels, il y en a qui vont résoudre leurs enjeux à la moitié de la partie, aux 2/3, à la fin, mais on n'a pas forcément effectivement une résolution où à un moment tout le monde se dit « Ok, la mission est remplie », parce qu'il n'y a pas de mission, par définition. Donc ça crée quelque chose de plus diffus, de plus dilué, et quand on est effectivement habitué à des enjeux liés à l'intrigue et pas au personnage, effectivement, ça donne un peu l'impression qu'on retire le sol sous nos pieds, quoi. Mais en réalité, les enjeux sont présents, c'est juste que on les cherche pas exactement au même endroit. D'un point de vue créatif, moi je sais que quand j'écris des jeux, j'essaye de mettre en place effectivement des outils dans la création de personnages qui permettent de placer des enjeux au niveau des personnages et qui permettent de dire aux joueurs et aux joueuses, ok, t'as des enjeux interpersonnels avec tel ou tel autre personnage, t'as des enjeux personnels à toi, des problèmes, des soucis, des trucs que t'as besoin de résoudre. Et quelque part, c'est ça tes enjeux. Ça passe, ouais, tu disais dans tes créations, notamment, enfin, tu as créé plusieurs jeux de rôle qui sont donc disponibles beaucoup en PDF sur la plateforme Itch.io. Il y a par exemple, tu as créé la tétralogie des couleurs de l'amitié, c'est ça? Oui. Oui, qui est donc composé forcément de 4 contextes. Je sais pas si c'est le bon terme, j'ai pas envie de dire c'est pas vrai, c'est vraiment c'est l'impression que c'est des contextes de jeu que tu proposes avec des personnages. D'ailleurs, je pense qu'il y a des fils entre les différents scénarios, entre les personnages, on peut en retrouver qui sont comment dire, colorés de façon très différente, parce qu'il y en a un qui se passe plutôt avec un groupe d'adolescents, qu'on peut imaginer quelque chose d'assez joyeux et un peu insouciant, un autre où c'est plutôt des jeunes adultes qui vont faire un road trip, donc avec tout ce qu'on peut mettre dans notre imaginaire. Il y en a un qui est consacré au deuil, un autre aussi à la parentalité, donc c'est des termes très variés. À chaque fois, tu avais envie d'explorer justement des relations interpersonnelles très différentes. Pour moi, le sujet, il est dans le nom de la série. Pour moi, l'enjeu, c'était d'explorer des liens d'amitié dans différentes situations, des moments où ces liens d'amitié sont importants, où on y accorde du temps et de la considération. Et effectivement, à différentes époques de vie, dans différentes situations, dans différentes émotions. Donc il y avait effectivement l'envie de proposer ça avec des personnages qui sont guidés, c'est-à-dire que il y a une création de personnages, on personnalise ces personnages, mais en même temps sur des canevas qui sont proposés, qui permettent d'avoir des humeurs, des ambiances, des caractères spécifiques pour chacun de ces personnages qu'on va retrouver quand même en pointillé. Moi, je les considère comme 4 jeux. On peut vraiment jouer à chaque jeu individuellement. Oui. Effectivement, c'est 4 jeux qui utilisent les mêmes mécaniques de jeu. Mais je considère que le récit proposé, les personnages proposés à jouer font intégralement partie du jeu. Et que de ce point de vue-là, effectivement, ce sont 4 jeux séparés. Je vais prendre une comparaison avec du jeu de société pour le faire plus simplement. Si on regarde la série For the Story en France, donc les dérivés pour la Reine, on a plusieurs jeux différents, mais qui utilisent la même mécanique avec éventuellement des petites variations, mais en tout cas, qui utilisent la même mécanique centrale de comment on raconte des histoires, mais qui sont des jeux effectivement individuels. Alors, ils sont moins interconnectés que moi, ce que j'ai voulu proposer avec les couleurs de l'amitié, mais en tout cas c'est cette même logique de chaque jeu est fonctionnel individuellement et en plus il en ressort une saveur particulière quand on joue aux différents jeux de la série. Donc dans cette série-là, tu as utilisé comme on peut dire que la mécanique c'est une mécanique de belonging outside belonging avec un système de jetons. Tout à fait. Alors, on va faire un peu d'explication préliminaire pour nos auditeurs. Le canevas Belonging Outside Belonging, c'est un canevas qui a été imaginé par une créatrice américaine qui s'appelle Avery Alder, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure parce que c'est la personne qui a écrit notamment Monster Heart, et qui l'a imaginé pour un jeu qui s'appelle Dream Askew. C'est un dérivé lointain de Apocalypse World dans la mesure où on va avoir ce qu'on appelle des livrets de personnages qui, pour des gens qui viendraient du jeu de rôle traditionnel, s'apparentent un petit peu à des classes de personnages, mais en plus variés, en plus guidés, avec justement plus d'enjeux internes, donc plus centrés autour de leurs problématiques que de leurs compétences, en gros, et où effectivement on remplace les jets de dés par un système de jetons qu'on va dépenser pour tirer des avantages
pour lesquels on va se mettre et où on va se mettre en difficulté pour essayer de gagner des jetons. Ce qui produit un équilibre de jeu, ça évite que on joue que des situations où on est à son avantage et que parfois on soit obligé de se mettre un peu en danger. Et donc oui, moi j'ai été chercher de ce côté-là suite à plusieurs discussions autour de ces mécaniques. Alors il se trouve qu'avant j'avais écrit un jeu qui s'appelle Bois dormant, qui était déjà tourné autour de cette structure que je trouvais intéressante. Et là j'ai pris des angles un peu différents, notamment sur l'usage de ce qu'on appelle les actions, les moves en anglais, et notamment je voulais un angle fort sur des actions qui ne coûtent ni ne rapportent de jetons, mais qui sont en gros les actions qu'on peut faire n'importe quand, et comment ces actions caractérisent notre personnage et comment à travers ces exemples de ce personnage-là, en général, il fait ci ou il fait ça. Si tu sais pas quoi faire avec, fais ça ou ça, et ça va correspondre à son style. Et j'ai voulu centrer très fort autour du fait que l'économie de jetons, elle est pour le coup assez sporadique dans la série des couleurs de l'amitié. C'est pas un enjeu très fort. L'enjeu, il est autour de cette proposition d'action de ok, tu peux jouer le personnage, et si tu vas jouer ces actions là, et ben tu vas vraiment lui donner un caractère, les autres vont le reconnaître tout de suite et tu vas pouvoir agir. Et puis voilà, j'ai voulu jouer un peu autour de cette mécanique en rajoutant des actions différentes, des actions genre une action qu'on ne fera jamais, qui montre les blocages parce que ça tourne beaucoup autour du on voudrait faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à pleurer, on n'arrive pas à parler de trucs un peu difficiles, on n'arrive pas à s'autoriser à sortir du chemin déjà défini. Enfin voilà, c'est aussi comment ces personnages, ils sont tous un peu dysfonctionnels, ils trimballent tous leur bagage, leur casserole, quoi, et comment c'est le fait d'être ensemble qui les aide à exister et à surmonter les limites des uns et des autres. Tu parlais aussi juste donc de Bois dormant. Bois dormant, c'est aussi donc c'est ton ouvrage précédent, ce qui parle, enfin ta création précédente, pardon, qui parle en fait d'une communauté qui est isolée du reste du monde parce que ils sont atteints d'une maladie, comme son nom l'indique, qui les endort, c'est ça. Et une partie les joueurs et joueuses doivent veiller sur ceux qui dorment, c'est ça? Je vais donner le contexte quand même. C'est un jeu que moi j'ai commencé à écrire en 2018, donc ça ne surfe pas sur la vague du Covid, mais il se trouve que vu les temps de publication, il est sorti en 2020 et c'était un peu bizarre pour moi. Mais c'est un jeu où en gros on raconte l'histoire d'une grande ville où d'un seul coup les habitants se sont mis à tomber dans une espèce de catatonie, et où du coup la ville a été isolée pour éviter que ça se répande. Donc c'est ce qu'on appelait le syndrome du bois dormant. Et on joue des gens qui sont restés dans la ville, qui sont ce qu'on pourrait appeler des porteurs sains, en tout cas des gens qui, eux, ne se sont pas endormis et qui vivent dans cette ville depuis plusieurs années, ville coupée du monde, et qui, du coup, loin de tout, ont refait société ensemble. C'est mon post-apo à moi. C'est un post-apo qui dit que face à des situations extrêmes, on n'est pas obligé d'imaginer que les individus vont se tirer dans les pattes et essayer de garder toutes les ressources pour eux, et que peut-être ils arrivent à survivre en s'entraidant et en apprenant à fonctionner ensemble. C'est un post-apo où on propose à jouer que des profils de personnages qui ne sont pas des combattants. Donc on peut jouer des DJ, des graffeurs, des jardiniers, des bricoleurs, mais enfin on ne joue pas des combattants. Et où on raconte les histoires de comment des individus qui par ailleurs peuvent être un peu cassés, un peu abîmés, parce que c'est des circonstances de vie difficiles, essayent de coexister avec les individus d'autres communautés dans la ville, essaye de prendre soin effectivement de tous ces gens qui sont endormis, parmi lesquels il peut y avoir certains de leurs proches, coexister avec la nature qui s'est déployée pleinement en l'absence de grosses contraintes, et voilà, ouais, comment c'est un contre-champ à des récits apocalyptiques très violents et assez virils, je trouve. Là, comme tu le décris, moi je n'y ai pas encore joué. Je trouve que c'est un jeu qui est porteur d'un message politique hyper fort, puisque quand tu dis c'est prendre à contre-pied, c'est appuyer sur l'idée de vraiment ce qu'est une communauté et de ce qui fait du sens à l'humain, en fait, du fait que on peut, c'est pas parce que c'est pas la loi ou l'ordre ou l'État qui nous impose de prendre soin les uns des autres et d'être dans un système de solidarité. En réalité, c'est l'être humain qui doit être porteur de cette solidarité. Enfin, je le prends un peu comme ça, parce que finalement, même quand il n'y a plus d'ordre établi, il n'y a plus de loi, de règles
qui se sont imposées, toi tu faisais cette proposition de dire non, on peut se comporter différemment et on peut effectivement ne pas sombrer dans le truc très violent ou loi de la jungle, qui sont les représentations assez classiques du post-apo. Ouais, dans la jungle, les animaux s'entretuent pas tous continuellement, Bah très non, loin de là. tout. C'est vraiment une image très bizarre qu'on a créée avec un récit que je trouve, enfin, quand on prend 2 minutes pour le regarder de près, ça tient pas très bien debout. Quand je décris Bois dormant aux gens, je leur dis, c'est un mélange entre La Belle au Bois dormant et la ZAD. Voilà où ça se situe politiquement. Et il y a cette idée que effectivement, à la fin, si on veut pas mourir seul, faudra bien qu'on vive ensemble. Et que alors je dis pas que c'est facile. Il y a plusieurs personnes qui ont décrit le jeu comme un jeu positif, joyeux et tout. Je crois pas que ce soit le cas. Les personnages traversent vraiment des trucs durs et ont pas forcément des relations apaisées les uns avec les autres, comme dans un groupe d'individus, n'importe lequel. Ça veut pas dire qu'ils s'entretuent. Je crois pas que ce soit, ou qu'ils se mettent sur la tronche. Je crois pas que ce soit l'éventualité systématique d'interaction entre des individus, même dans des conditions difficiles, mais que des fois, faut discuter, des fois on n'est pas d'accord, des fois on s'engueule, et puis à la fin on trouve des solutions. Et le jeu tourne autour de cette question-là, de comment on coexiste. Et effectivement, moi, je suis assez proche d'un certain nombre de mouvements écolos depuis un certain nombre d'années, et la question des récits, c'est une question qui émerge, mais de façon générale en politique, mais c'est très très vrai dans les mouvements écolos. La question des récits, de quels récits on propose et de quels imaginaires on propose, elle est extrêmement présente. Et moi, je crois que quand on a des savoir-faire, des compétences, des idées, des envies de production de récits, et que on a cet angle-là, c'est aussi, ça a du sens de dire, bah attendez, moi je vais vous proposer, ok, on va faire des récits où c'est pas les bisounours comme disent certains, j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas c'est pas tout va bien, tout est joli, mais par contre c'est pas non plus la guerre de tous contre tous, quoi. Ouais, c'est proposer d'autres représentations finalement. Oui. Parce que on sait que les représentations, ça façonne, ça progressivement, c'est petit à petit, bien sûr, ça prend du temps, mais ça participe à changer notre vision du monde. Enfin, moi, j'en suis vraiment persuadée, hein. Ah, mais moi, je suis absolument convaincu. J'ai fait une postface dans Bois dormant qui parle de ça. Je suis absolument convaincu que si on passe notre temps à dire aux gens, le jour où il y a des pénuries, vos voisins viendront tout vous piquer, bah ça rend les gens un peu paranoïaques, ça les incite à aller piquer les ressources de leurs voisins en se disant si c'est pas eux ce sera moi. Alors et plus on est nourri de ces récits, plus ils deviennent vrais. Et le truc c'est que il y a des effets de masse. Un seul individu qui dit ben moi je pense qu'on peut faire différemment, ça ne marche pas, faut qu'on soit plusieurs à dire ensemble, non mais en fait si c'est le bordel, la solution c'est pas de considérer les autres comme des ennemis, c'est de dire comment est-ce qu'on fait mieux ensemble, parce qu'on fait mieux ensemble que seul. C'est un dicton que j'ai entendu il y a longtemps, je sais plus d'où il vient, qui est sur la couverture de Bois dormant, qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Moi, je suis assez convaincu de ça, et je pense que ça se traduit en récit. Je sais pas à quel point ça peut avoir l'air naïf pour des gens, mais pour moi, c'est très très pragmatique en réalité. Et c'est pas, c'est pas naïf. C'est pas dire les gens sont par nature sympas. Je crois pas à ça. Par contre, je crois qu'effectivement, c'est un bon calcul de se dire que le conflit c'est très énergivore et que on a intérêt à coopérer autant que faire se peut. Parce que ça, c'est une garantie de survie. Un autre de tes jeux, c'est l'Insurrection, qui est aussi un jeu politique, qui est sorti juste avant ou au début de la réforme des retraites. Décidément. Exactement, parce que j'ai un sens de timing. Alors, faut savoir que celui-ci, pour le coup, je l'ai écrit début 2021. Tu fais des effets de com, quand même. C'est pas fait exprès du tout. Vraiment, c'est le temps éditorial qui produit ça. Parce que moi, je l'ai écrit dans l'hiver entre 2020 et 2021, ce jeu-là, tu vois, et un moment c'est fou, quand même. Disons que le prochain un des derniers gros et potentiellement un des prochains en bouquin, il parle de fin du monde, donc ça m'inquiète légèrement. Mais en tout cas, il y a ce truc de, mais c'est le boulot d'être, quand on crée, il me semble que ça a du sens d'être un peu à l'écoute du monde. Et des inquiétudes, et c'est ce que fait quelque part la fiction d'anticipation depuis très très longtemps. On pense qu'elle prédit l'avenir, mais c'est juste on est à l'écoute, on voit ce qui se passe, et
les conséquences sont pas si forcément loin, parce que moi, je l'ai écrit à l'hiver 2021. On dit, ouais, il sort pendant le mouvement des retraites. Dis donc, c'est une drôle de coïncidence. Bah ouais, mais avant, il y a eu les gilets jaunes, quoi. Enfin, tu vois, ça, c'est pas non plus, c'est pas comme si les conflits sociaux c'était neuf. Non, ça s'inscrit dans une longue. Finalement, ça vient ponctuer des conflits sociaux qu'on connaît de façon finalement assez permanente depuis Tout à déjà un fait. bout de temps, quoi. Ouais, Dans l'insurrection, donc l'idée c'est que enfin les joueuses vont pouvoir incarner l'État, l'ordre, en fait vont incarner à la fois des groupes, mais aussi des contextes en fait, enfin des sortes d'organisations ou d'institutions. C'est là aussi on est sans MJ. oui. On continue à tourner autour de l'idée du canevas, donc belonging, outside belonging. Dans ce canevas-là, on propose aux joueuses d'incarner simultanément un personnage et une partie du contexte de jeu, une partie du décor, si on veut. Donc, en gros, le travail que fait le meneur habituellement de faire tout le décor, là, on le sépare en grandes thématiques et on donne une thématique à chaque joueuse. Ça, c'est ce qui se passe dans ce canevas-là par défaut, et elles jouent en alternatif, en gros, leur personnage et donc cet élément de contexte, cette thématique. Et j'ai voulu essayer de faire un jeu où, plutôt que les joueuses jouent les deux, parce que j'avais aussi repéré que pour un certain nombre de personnes, c'était difficile de sauter de l'un à l'autre continuellement. Je me suis dit, ok, ça pourrait être intéressant d'avoir un jeu où une partie des joueurs jouent des personnages et les autres jouent les éléments de contexte. Et du coup, ça permet des choses intéressantes comme les éléments de contexte qui vont interagir les uns avec les autres avec des objectifs et des ambitions qui peuvent être contradictoires. Ils peuvent rentrer en conflit les uns avec les autres. Et dans un cadre politique, effectivement, ça correspond au fait que des grandes institutions ne vont pas forcément s'entendre, ne vont pas forcément être d'accord, et vont rentrer en conflit les unes avec les autres. Et alors tout ça mélangé, plus mes lectures, ma culture personnelle, tout ça, je me suis dit, ok, on peut faire un jeu politique, on peut faire un jeu qui parle de grande politique, où on va faire la grande histoire avec ces grandes institutions qui structurent ce qui va se passer effectivement et quelles vont être les conséquences politiques de ce moment de conflit. Et en même temps, dans cette grande histoire, les petites histoires d'individus qui vont interagir avec ce moment révolutionnaire qu'on peut raconter dans l'insurrection, qui vont être traversés par cette grande histoire, qui vont la traverser aussi, un peu à l'image de ce que, toute modestie gardée, Hugo avait fait avec Les Misérables, où on voyait des individus qui, effectivement, au cœur d'une révolution, avaient leur parcours individuel, Cosette, Gavroche et les autres. Et voilà, j'ai voulu jouer un peu avec ça et à dire, ok, la politique, c'est pas un individu miraculeux, messianique, qui sauve une civilisation, c'est des institutions qui se mettent en conflit, qui font bouger des choses, et puis au milieu de ça, il y a des gens qui effectivement sont touchés, vivent ces trucs-là, et le jeu est issu de ça, de ces réflexions, et puis des documentaires, des bouquins que j'ai pu consulter et qui m'ont nourri, quoi. Mais en gros, il y avait déjà des jeux qui parlaient de politique, qui avaient déjà été publiés à droite à gauche, qui avaient souvent un message un peu fort, très défini, et moi, j'avais envie de travailler autour de, non mais concrètement, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et mon intuition, c'est tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu. Des fois, on se donne des coups de main. Des fois, on se trahit. Des fois, on se confronte. Il se passe des choses au niveau institutionnel. Il y a des gens qui vivent des trucs. Tout ça fait histoire. Tout ça fait récit. J'ai l'impression, peut-être à tort, hein, que dans les jeux de rôle indépendants, il y a plus de volonté de mettre en avant des thématiques qui sont plus pas compliquées, mais en tout cas qui sont peut-être moins évidentes, comme parler vraiment de façon frontale de politique, même si on peut dire tout est politique, il y a toujours de toute façon des aspects politiques dans toute œuvre. Aussi parler des relations plus de l'intime. Je trouve que l'intime est plus exploré que dans les jeux de rôle traditionnels. Même la romance, c'est des sujets qu'on voit moins dans le jeu de rôle traditionnel. Est-ce que tu trouves que le jeu de rôle traditionnel, il est vraiment en retard là-dessus, ou c'est peut-être une mauvaise vision de ma part? Pour moi, c'est pas une question de retard. C'est une question commerciale. Ce que tu dis à l'égard du jeu de rôle indépendant versus le jeu de rôle mainstream, en fait, tu peux l'appliquer de l'exacte même façon à l'égard du cinéma, où on va avoir des grosses productions qui sont plutôt des récits d'aventure et des plus petites productions qui vont aller parler de choses plus intimes ou plus politiques, parce que il y a plein de gens, s'ils entendent
parler, enfin s'ils entendent dire d'une production qu'elle parle de politique, il va y avoir un refus en bloc. Il y a il en va de même pour l'intime. L'aventure c'est valorisé. Il y a un côté j'ai suffisamment de problèmes dans ma vie, là j'ai besoin d'évasion. Ce que je comprends et respecte par ailleurs, mais du coup effectivement, si on veut parler au plus grand nombre, il y a un mouvement général de la culture et des loisirs qui va vers le fait de proposer de la fiction d'aventure et la fiction plus douce amère, on va dire, ou plus inconfortable. Elle va moins avoir de place, voilà. Et je crois qu'en jeu de rôle il se passe la même chose que dans d'autres formes médiatiques. C'est pas une surprise, et qu'effectivement quand on est indé, on a moins d'enjeux financiers, on a moins de salariés à payer, on a moins d'investissements potentiellement à faire. Donc peut-être on se permet peut-être c'est dans ce sens-là, ou peut-être quand on a des projets comme ça, on n'arrive pas à trouver des gros éditeurs qui vont faire une grosse diffusion avec des gros formats, et du coup on se tourne plutôt vers des productions un peu alternatives. Je sais pas exactement dans quel sens ça se tourne, ça dépend aussi des genres et des caractères, j'imagine. Et il y a des exceptions à tout ça, indéniablement, tout le temps. Oui. Il y a pas de règle générale sans exception. Mais en l'occurrence, je crois qu'il y a un mouvement général, une tendance qui est plutôt de cet ordre-là. Je me demandais si tu avais joué justement à un jeu qui a été étiqueté jeu de société, mais qui pour moi est plutôt un jeu de rôle et qui a quand même relativement bien marché, c'est Alice is Missing. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer. Oui, j'y ai joué. Alors moi j'y ai joué en ligne, ce qui est peut-être pas la meilleure expérience, et bon, moi ça m'a pas parlé de ouf. Je vois pourquoi ça a beaucoup parlé à beaucoup de gens. Je pense que c'est pas du tout la même chose quand on joue en présence avec les gens et qu'on voit tout le monde en train de taper sur son téléphone. Nous en plus, du coup, on jouait via Discord, donc les messages on les tapait sur clavier, et je pense que c'est pas la même expérience que de les taper sur téléphone en termes même d'expérience physique, quoi. C'est plus confortable. Ouais, mais je pense que justement cet inconfort-là, le fait de faire des fautes de frappe, le fait d'avoir le correcteur automatique qui va mettre les mauvais mots à certains moments, le fait de speeder, envoyer un message et de pas y arriver, ça peut jouer, je pense. Je pense que j'ai joué avec des rôlistes et que du coup, quand il fallait créer du contexte, on a créé beaucoup de choses de contexte et qu'il y avait peut-être pas besoin d'en faire autant. Donc ça a un peu, je pense, pollué mon expérience de jeu. Après, je trouvais que c'était intéressant, mais effectivement, il y a une bonne pratique de jeu de rôle et de récits où on va parler de choses un peu sensibles, de choses qui sont pas dans le grand récit d'aventure. Ça m'a pas retourné la tête non plus. Je pense que c'est très chouette, je pense que c'est super. Moi, ça m'a moins retourné la tête qu'un Pour la Reine de Alex Roberts, qui, je trouve, propose des outils beaucoup plus immédiats, beaucoup plus efficaces pour produire du récit, où il y a moins ce temps de mise en place et où on part derrière dans beaucoup de choses possibles, quoi. Pour la Reine, ça a été aussi un assez grand, enfin un assez bon succès, grand public. C'est quand même donc et Alice is Missing. Enfin, je les prends comme exemple parce que c'est vrai que c'est des jeux un peu différents qu'on réussit quand même à être proposés à des joueurs et joueuses qui ne sont pas du tout a priori les fameuses cibles qu'on entend toujours dans les coms marketing de ce genre de jeu. Ça veut dire qu'il y a quand même des moments où on arrive à franchir le voile arrive à se déchirer et on arrive à faire passer les choses, quoi. Il y a des exceptions. Et c'est ce que je te disais, il y a des exceptions. Après, on notera aussi que c'est deux jeux produits produits aux États-Unis, et que effectivement, quand les exceptions elles marchent aux États-Unis, elles ont plus de chances d'arriver en France. L'inverse a quand même assez peu de chances de se produire. Tout à fait. Et il y a quand même une influence culturelle non négligeable de la production américaine qu'on ne peut pas ne pas considérer là-dessus, et qui joue profondément sur quelles vont être les pratiques des gens. Mais si j'en reviens au jeu de rôle, l'adaptation de Ambre en jeu de rôle, qui probablement est un peu oublié de plein de gens aujourd'hui, qui était un jeu où on jouait sans dés, avec des créations de personnages très très alternatives, mais parce que c'est écrit par parce que le jeu, la série de bouquins existait, donc ça s'appuie sur ce qu'on appelle aujourd'hui une licence, une propriété intellectuelle déjà existante, que c'est une production américaine avec ses traductions dans le monde. C'est un jeu qui a fait école, c'est un jeu qui a eu une considérable influence, et il y a des questionnements, on peut dire géopolitique là-dessus si tu veux, mais il y a aussi ça qui existe, c'est-à-dire que oui, il y a des exceptions. En général, ces exceptions, elles viennent d'un territoire qui est plus en capacité d'inonder le reste du monde, qui a une forme de domination culturelle forte. Tout à fait.
Et après, ça n'en fait pas. Enfin, c'est des exceptions parce que ce sont aussi d'excellentes productions. Enfin, je veux dire, Alice is Missing, le matos, il est super. Il est vendu à des prix très accessibles, ce qui, à mon avis, joue considérablement. C'est une expérience hyper riche, y compris pour des rôlistes. Jouer en écrivant des messages par téléphone. Il se trouve que moi, pour tout un tas de raisons, ça m'a moins parlé, mais notamment parce que j'avais eu déjà des pratiques similaires. Je pense que ça parle à des gens qui ont une pratique, par exemple, du jeu de rôle par forum, potentiellement. Le passage par l'écrit, c'est un truc qui existait, mais du coup, qui l'angle différemment. Enfin, l'angle est vraiment intéressant. De la même façon, pour la reine, c'est un jeu d'une inventivité incroyable, notamment sur sa présentation des règles de jeu, qui en fait un truc très collégial, très simple, très rapide, où tout de suite on rentre dans le récit sans création de personnage préalable, par exemple, qu'en fait un truc très très malin. Et Alex Roberts, elle en était pas à son coup d'essai, elle a fait d'autres choses avant. Moi, son jeu précédent, Starcrossed, je le trouve vraiment super. J'aurais pas fait exactement nécessairement tout pareil, mais en tout cas j'y ai joué très tôt, je m'y suis intéressé très tôt quand il a été mis en financement, qui lui-même, c'est un jeu en gros où on joue une romance entre deux individus qui ont très envie mais qui ne devraient vraiment pas. Voilà, je vous laisse mettre ce que vous voulez derrière ces mots. Et ça se joue avec une tour de Jenga. Mais ça vient d'un jeu qui s'appelle Dread, qui est un jeu de rôle indépendant où on joue des jeux d'horreur. Tout à fait. Et elle a retourné le truc. C'est très très malin. Et il faut savoir qu'en plus, ça a été publié par une boîte dont j'ai oublié le nom, mais qui est la boîte qui est, je crois, plus ou moins tenue et qui en tout cas a publié les jeux de Jason Morningstar, qui a fait Fiasco, qui lui-même a déjà été un gros succès dans le jeu indé, alors qu'on propose d'y jouer sans meneur, avec très peu d'usage de dés, des histoires dans le style des films des frères Cohen. Donc un angle fucké. Enfin, c'est quand même très bizarre et qui fonctionne vraiment bien, avec des gros losers qui ont des grosses ambitions et absolument pas les moyens de leurs ambitions et pour qui ça va vraisemblablement mal tourner. Qui est à mourir de rire et de plaisir. Moi, j'adore ce jeu. Mais c'est un jeu qui a très très bien marché, qui a été diffusé par Edge en France et qui a vraiment su le commercialiser. Donc oui, les exceptions, elles existent. Elles sont souvent américaines et c'est super qu'elles existent. Et en général, si elles existent, c'est sur des jeux qui sont très très bons. Je me prononcerai pas sur la qualité des jeux qui n'arrivent pas au statut d'exception. Je pense qu'il n'y a pas que la qualité du jeu qui joue là-dedans. Il y a tout un tas de facteurs plus ou moins conscients, mais en tout cas, oui, bien sûr que certains jeux indés ou étiquetés comme indés accèdent à une grosse diffusion et permettent à des gens de découvrir d'autres façons de jouer. Ouais. Il y a pas longtemps aussi, je t'avais entendu, là on a pas mal parlé du belonging outside belonging, comme système, comme mécanique. Je t'ai entendu dans une interview il y a pas longtemps parler du système Firebrands, que j'ai trouvé que je ne connaissais absolument pas, donc j'étais vraiment passionnée par le sujet, j'ai trouvé ça super. Tu peux nous en parler, et j'ai compris que tu travaillais pas mal sur l'écriture de jeux dans cette veine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ou pas en parler je vais essayer de faire bref parce que je parle beaucoup. Alors, Firebrand, donc les jeux de cette catégorie-là, on les appelle comme ça parce que un des premiers de la série s'appelait justement Firebrand. Comment dire ? Alors moi, je travaille sur un jeu pour lequel je commence à chercher un éditeur. Pour le coup, je l'écris en anglais, donc je me frotte aux éditeurs anglophones qui utilisent ce format-là, qui est un format que j'ai déjà essayé plusieurs jeux de la série, dans ce format-là, je les trouve très très intéressants. Grosso modo, c'est un jeu où on va proposer différents types de scènes, des retrouvailles, des batailles, des duels, des poursuites, et chacun de ces types de scènes est un mini-jeu en soi avec ses propres règles. Alors, c'est des règles en général assez simples, assez accessibles, qui tiennent sur une double page, une double page A5, une page A4, quoi, et qui sont plutôt des règles de dialogue, de comment on raconte cette scène-là ensemble, notamment en piochant des éléments dans des listes, en disant ok, il se passe ça, je prends cet élément dans la liste qui dit il se passe ça, comment est-ce que tu réagis à cette situation? Et je trouve que ça produit des choses très cinématographiques, c'est très amusant, c'est une autre façon de raconter les histoires qui moi m'a beaucoup excité. J'y ai vu des choses où je me suis dit je ferais peut-être les choses un peu différemment. Du coup, j'ai fait les choses un peu différemment parce que je ne sais pas faire autrement. Et donc voilà, mais c'est un format de jeu un peu différemment. Firebrand est disponible en français gratuitement. Il a été traduit notamment par Mathieu B, pas que. Et donc il est dispo en français gratuitement. Donc si vous êtes un petit peu curieux de ce format de jeu, n'hésitez pas à aller télécharger le PDF. Mais moi je trouve que c'est une façon d'aborder le jeu de rôle qui est assez original, et si jamais vous trouvez pas vos marques
dans d'autres formes de jeux de rôle que vous avez pu essayer, notamment de jeux traditionnels, ça peut valoir le coup d'essayer comme ça, parce que en fait, moi j'entends souvent à propos de mes jeux ou à propos d'autres jeux indépendants, c'est pas un jeu pour tout le monde. Je crois pas qu'il y ait de jeu pour tout le monde, de toute façon, quel que soit le format de jeu. Par contre, je crois que ça vaut le coup d'essayer différents formats, parce qu'il y en a probablement un qui va mieux nous parler, plus nous parler, mieux nous correspondre que ce qu'on a pu essayer jusqu'ici, et que non, tous les jeux ressemblent pas à Donjons et Dragons, ou à l'Appel de Cthulhu, ou à Vampire, ou à Wushu, ou à Fiasco, mais c'est des formats très très différents, et il y a probablement, au-delà des thématiques de récit, des façons de raconter les histoires ensemble qui vont plus ou moins correspondre à la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que les mécaniques de jeux de rôle, enfin ce qu'on appellerait les mécaniques ou les systèmes, ils sont là au service d'une façon d'une proposition de narration, j'ai l'impression. Ouais, ah oui, profondément. C'est pas juste des règles techniques qui sont là pour gérer de l'aléatoire. J'ai l'impression que c'est plus des règles qui doivent avant tout favoriser un type de narration, enfin donner une coloration à la narration du groupe finalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des jeux traditionnels, enfin, ce qu'on appelle traditionnel, c'est-à-dire avec un meneur, avec une création de personnages qui est souvent en plus un peu élaborée, bah, ça produit des récits qui ont un canevas qu'on peut bien reconnaître, à savoir quelque chose qui est très guidé par l'intrigue, quelque chose avec un groupe de personnages central qui va faire face à un monde plus ou moins hostile, mais en tout cas aux difficultés que lui pose le monde, et des personnages qui sont pas très interconnectés, en tout cas pas avant le début du récit, et pas très connectés au récit. Donc potentiellement qui vont être dans des enjeux de récit plutôt de l'ordre de la mission. Et ça c'est vraiment très lié, enfin la structure produit le récit de ce point de vue-là, qu'on le veuille ou non. Alors qu'effectivement quand on fait du Fiasco, vu la façon dont le jeu est structuré, on va avoir beaucoup de liens avec les autres, on va avoir potentiellement des sources de conflits ou de rapprochements et des désirs et des objectifs très forts et peu atteignables. Voilà, c'est pour moi c'est à ça que servent des mécaniques de jeu, mais c'est vrai comme c'est vrai en jeu de société, c'est-à-dire que ça va guider notre façon de jouer et de produire le moment qui se passe à la table ensemble. Là, on parlait de jeux de société, on parlait donc de Alice is Missing ou de Pour la Reine avant, qui sont à la limite, hein, qui sont à la frontière en fait entre les deux. Il y a d'autres jeux de société que tu pratiques qui ressemblent aux jeux de rôle ou pas du tout d'ailleurs, peut-être qui te plaisent, qui t'ont plu dernièrement? Moi, j'ai une bonne pratique du jeu de société depuis quand même pas mal d'années. De façon générale, je me définis plus comme game designer que comme autrice, parce que justement, ça tourne beaucoup autour de cette idée de qu'est-ce qu'on fait avec ce truc interactif là. Et donc j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait des jeux de société, parce que c'est ça, il y a toujours ce truc qui m'intéresse, et que quel que soit le format, ça tourne autour de cette question. Pour moi, le jeu tourne autour de l'interactivité, et c'est toujours intéressant d'expérimenter différentes façons de produire de l'interactivité. C'était un peu au cœur du podcast que j'avais co-créé il y a quelques années, Ludologie, où on venait s'interroger sur cet objet culturel et social qu'est le jeu. Donc j'ai fait de l'anime-jeu dans des bars pendant pas mal d'années pour faire découvrir des jeux de société. Il y a plein de jeux de société que j'aime bien. C'est très difficile de dire quels sont mes préférés. En jeu narratif, j'en pratique assez peu, parce que en fait, si je veux faire du jeu narratif, en général, je fais du jeu de rôle. Bah ouais, bizarrement. D'autant plus que j'essaye plein de formats de jeux de rôle différents qui vont... moi j'aime bien les jeux qui sont un peu limites, donc j'ai beaucoup joué à effectivement à Pour la Reine, moins à Alice is Missing, mais il y a plein de jeux où on est loin, ou en tout cas on se sent un peu loin de ce qu'on appelle le format jeu de rôle traditionnel, Donjons et Dragons et autres, où on va pas utiliser les mêmes outils, des cartes, des jetons, des pièces pour tirer à pile ou face, des cailloux, que sais-je. On va raconter différents types d'histoires, donc ça vraiment, quand je veux raconter des histoires, je pense que le jeu de rôle reste quand même un médium très très privilégié. Et par ailleurs, en jeu de société, il y a plein de choses qui me plaisent et qui m'intriguent et qui m'excitent. Moi je trouve que la série des Unlock reproduit les sensations qu'on peut avoir dans un escape game de façon assez saisissante, et j'ai toujours un grand plaisir à jouer aux différents jeux de la série. Là en ce moment, j'explore un peu les jeux de société solo et les différents formats qu'on peut y trouver. Quand je fais du jeu vidéo, j'ai plutôt une pratique solo, et du coup ça m'intéressait de voir ce qui pouvait exister en jeu de société
à proposer des choses intéressantes dans le domaine. Donc c'est un peu difficile de faire le tri. Je crois que mon gros coup de cœur de ces dernières années, c'est The Crew, parce que j'ai quand même un fort tropisme pour les jeux coopératifs, que je trouve que The Crew est une masterclass de comment on fait un jeu coopératif intelligent, où il n'y a pas une personne qui va prendre le dessus sur les autres, et où il y a un vrai effet d'apprentissage progressif. Donc voilà, mais ouais, plutôt des jeux coop quand même, je dois bien le dire, ça je garde ça du jeu de rôle, plutôt des jeux coop. Est-ce qu'il y a en jouant à des jeux de société, ça peut t'arriver de retrouver des mécaniques dont tu dis qu'elles pourraient être réutilisées dans le jeu de rôle, réutilisées d'une manière où... Ouais. Oui, souvent. Bah ouais, souvent les économies de jetons, mais même les jets de dés, enfin, genre, c'est pas si éloigné. En jeu de rôle, on s'est tenu très longtemps à ce truc de on lance des dés et puis il faut faire au-dessus ou en dessous d'un seuil pour vérifier si l'action qu'on tentait elle est réussie. Moi, j'ai fait des jeux où on utilise des dominos et où on les utilise à la fois pour réussir ou pour échouer, mais aussi où on raconte des trucs qui permettent d'en gagner des supplémentaires et où en même temps ça sert à guider la fiction, la création de personnages. J'ai fait des jeux où on utilise des cailloux avec des dessins dessus. Dans le dernier que je viens de sortir, là, on utilise un jeu de 54 cartes qui sert à la fois de monnaie, si on peut dire, dans le jeu pour réussir ou pas des actions, et qui en même temps sert à définir un espace qui serait de l'ordre de l'exploration de donjons. Enfin, c'est un terrain vague, mais en tout cas qui sert à définir un espace un peu modulaire. Dans le jeu inspiré de Firebrand que j'ai écrit, il y a plein de mini-jeux, il y en a qui utilisent il y a des mini-jeux où on fait des châteaux de cartes, voilà. Genre à un moment, moi ce qui m'intéresse à nouveau, comme c'est l'interactivité et que je vais chercher dans plein de domaines, un peu à l'instar de mon camarade comme Martin, nous ce qui nous intéresse c'est de dire ok, on peut travailler avec des objets différents et tester des trucs différents. Lui, il a fait un jeu de réalité alternative où on joue avec des Mikado. Je trouve que c'est une excellente idée. Ce qui est important, parce que moi, quand j'avais sorti donc Aux Marches du Pouvoir, qui est un jeu où on joue avec des dominos, la réaction de beaucoup de gens, c'était « Ok, quand est-ce que tu fais un jeu avec des Mikado ?» Alors, il se trouve que comme l'a fait avant que je ne le fasse, je sais pas si j'avais vraiment de toute manière projet de le faire. Ce qui a du sens, c'est d'utiliser des dispositifs, des outils ludiques qui font sens par rapport à ce qu'on veut raconter. Oui. Ça, pour moi, c'est le truc important. Et après, je crois que le travail d'une personne créative, c'est de sortir de ses idées toutes faites pour dire « Attends, je veux raconter ça, qu'est-ce que je pourrais utiliser auquel j'aurais pas pensé comme ça instantanément, mais comment je peux imaginer d'utiliser des supports, des outils différents pour raconter ce truc-là de façon pertinente. » Et ça fait des Alice is Missing où on utilise son téléphone pour envoyer des messages parce que ça marche pour raconter des trucs ensemble avec des individus qui sont séparés, qui essayent de rester en contact et qui en même temps parlent aussi du monde contemporain. Il y a quelque chose d'autre que tu veux ajouter ? Ou tu penses qu'on a fait un bon tour d'horizon Je parle déjà beaucoup trop. Je pense qu'on pourrait parler des heures encore. Hein. Non, j'ai rien de spécial à ajouter. Enfin, voilà. Si je peux donner un conseil aux gens, bah ouais, jouez à des trucs et puis jouez à des trucs où vous savez pas trop quoi en penser ou qui vous paraissent un peu bizarres. Vous risquez de faire de jolies découvertes. Soyez curieux. Ouais. Il faut être curieux. Ouais. Moi, je trouve que c'est un joli défaut, il paraît. On est d'accord. Ben, merci beaucoup Melville en tout cas. Merci à toi. Et puis merci aux auditeurs et auditrices de nous suivre et à bientôt j'espère. Salut. Au revoir.